remercie le Musée de la Grande Guerre et donc François Cochet de cette invitation et donc de l'occasion de vous parler de mon travail sur les permissions, qui en l'occurrence, pour beaucoup d'aspects, finalement, voilà, donne lieu à des configurations, des types de retrouvailles et des enjeux qui ne sont pas du tout uniquement liés au cas de la France et qui, sur beaucoup de thèmes, sont finalement assez généralisables aux armées engagées dans la Grande Guerre, tant l'armée britannique que l'armée allemande en particulier, qui vont être concernées par cette question des permissions, qui ne sera par contre pas le cas, par exemple, des Américains qui arrivent trop tard dans la guerre et aussi de manière trop, finalement, qui vont se retrouver déracinés trop loin de leur foyer, pour que le retour chez eux soit matériellement possible, même si des permissions vont pouvoir être organisées sur le territoire français. Donc pour ces étrangers, hein, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler des configurations particulières dans un deuxième temps. Alors en effet, comme le disait François Cochet, ce retour au foyer, cette question des permissions en temps de guerre, c'est une expérience qui est complètement inédite, qui n'a jamais été pensée par les états-majors, parce que jamais avant la Grande Guerre, il n'avait été question de laisser des soldats, des combattants rentrer chez eux, prendre du repos à l'arrière, donc loin des zones de combat en temps de guerre. Alors il y avait bien une expérience de permission dans l'armée française, comme dans les autres armées de conscription, mais des permissions liées au service militaire qui étaient de l'ordre de 40 jours par an depuis la réforme du service militaire en 1913. On est à peu près sur cette échelle, 40 jours par an. Alors, cette question des permissions en 1914 avait été d'autant moins anticipée et pensée que les troupes, enfin les états-majors, vous le savez, et ainsi que les populations, pensaient s'engager dans une guerre courte, être rentrées pour Noël, et du point de vue des états-majors, la priorité est donnée au maintien au front du plus grand effectif possible, avec dans cet objectif de remettre la guerre en mouvement le plus vite possible à travers les logiques de percée qui pourtant mettront très longtemps finalement à être mises en pratique sur le terrain. D'ailleurs, la préparation du conflit et des entrées en guerre, la cristallisation des tensions diplomatiques, la dernière semaine de juillet 14 se traduisent immédiatement par la suspension de toutes les permissions pour les conscrits, le rappel dans les casernes, dernière semaine de juillet, des conscrits qui pouvaient être repartis chez eux en congé ou aussi en congé de week-end, ça existait aussi. Alors cependant, donc, ces congés sont rapidement rétablis pour certaines catégories de mobilisés, comme par exemple des permissions agricoles sont accordées dès l'automne 1914 pour finir les travaux des champs, aux territoriaux âgés de plus de 34 ans. Il y a aussi un certain nombre de congés qui sont accordés aux mobilisés qui sont, eux, non pas combattants au front, mais mobilisés dans la zone de l'intérieur, donc à l'arrière, donc des non-combattants, qui peuvent bénéficier dès l'automne 14 de retour chez eux le week-end, les jours fériés. C'est de l'ordre de 1 week-end sur 5. Et aussi cette question des liens pour les familles, enfin des liens avec les familles qui est si compliquée pour les soldats qui sont au front. Finalement, pour certains combattants, enfin certains soldats mobilisés à l'arrière, ça reste possible. Il y en a aussi un certain nombre qui logent chez eux, par exemple, qui logent à domicile quand ils sont mobilisés dans des services. Alors, ce système a deux vitesses entre l'absence totale de permission, de retour chez eux, de contact avec les familles autres que par la correspondance, et au contraire un système beaucoup plus souple pour ceux qui sont beaucoup plus loin du front pose une grande question en matière d'équité face à la mobilisation, qui est finalement une des grandes histoires de la guerre, la très grande inégalité face au risque, face à la mortalité, face au risque de la guerre, finalement qui se retrouve à travers cette question des permissions. Et finalement, au sein des populations, des combattants, de leurs familles, il y a
ce sentiment de faire face à une sorte de double peine pour les combattants qui prennent le plus de risques et qui ont le moins, non pas de repos globalement, puisqu'ils en ont, mais à l'arrière du front, mais qui ont le moins de contact possible avec leur famille. C'est d'autant plus mal perçu que les pertes françaises, vous le savez, sont très importantes en août et septembre 1914, avec 1/6 des victimes de la guerre, que l'on trouve à cette période, plus de 235 000 morts. Ce qui explique aussi que cette question des permissions va de pair avec, encore en 1914, avec une logique de récompense. C'est ainsi qu'elle était pensée sous la Troisième République, à cette idée que la permission est d'abord une récompense du soldat, ce qui explique aussi que, outre ces soldats mobilisés à l'intérieur, eh bien, on en accorde, à partir de l'automne 1914, aux blessés qui, après leur convalescence, peuvent aller passer quelques jours de congé chez eux avant de repartir au front, et aussi aux officiers en mars 1915. Là aussi, on est dans une logique de permission, alors en dehors du fait qu'ils ont un statut différent, à la question des grades bien sûr, c'est aussi lié au fait qu'ils subissent de très fortes pertes au front et que donc cette logique de permission les privilégie en quelque sorte. Ceci dit, dès la fin de l'année 1914, face à l'augmentation des désertions notamment, qui est remarquée dès décembre 1914 dans l'armée française, bien sûr, cette question de permettre des retrouvailles entre les soldats et leurs familles, les autoriser à prendre du repos à l'arrière, mais loin du front, non pas à l'arrière-front, eh bien, se pose de manière accrue avec le prolongement de la guerre au-delà de l'hiver 1914-1915, puisque, du point de vue des armées, eh bien, cette séparation, cette absence de grand repos pèse désormais de manière trop importante sur l'endurance durable, alors des populations, je dirais, non pas seulement des combattants, c'est-à-dire qu'elle met en péril à la fois le moral, l'efficacité, la discipline des combattants, et c'est bien sûr un enjeu aussi central pour les familles. Alors, le cadre général, c'est que d'août 1914 au 1er juillet 1915, la configuration générale, c'est que les familles sont restées en contact prioritairement, voire quasi uniquement par le biais des correspondances, vous en avez parlé hier, il me semble, et cependant, donc cette évolution, ce prolongement du conflit, eh bien, aboutit à la mise en place, alors dans l'armée britannique, allemande et dans l'armée française, des permissions qui permettent donc aux soldats de rentrer chez eux. Alors en France, c'est à partir du 1er juillet 1915 que la circulaire de Joffre entre en vigueur, et dans cette circulaire, il n'évoque absolument pas la question du moral des troupes, de la discipline ou bien de besoin de reconstituer les forces du soldat, mais le premier argument, en fait, c'est bien que cela permettra aux soldats de revoir leur famille. C'est ça c'est une circulaire extrêmement courte, d'une vingtaine de lignes, qui pose dans ce cadre comme une priorité. Alors, sur l'ensemble du conflit, dans l'armée française, qui est l'armée la plus favorisée en matière de permission, pour lesquelles elles sont les plus régulières, ça tient au fait aussi que le front ouest est situé sur le territoire français, que les questions logistiques sont plus faciles à régler pour ces soldats. Alors elles restent rares, puisque en moyenne, les soldats en bénéficient de 1 à 3 fois par an maximum, jusqu'à la fin du conflit, voire même jusqu'en 1919 pour ceux qui restent mobilisés. Elles sont aussi de très courte durée, on peut retenir qu'elles sont de l'ordre d'une semaine environ, et ils en bénéficient tous les 4 mois maximum. Donc ça, c'est un cadre global. En pratique, ils en ont bénéficié de manière beaucoup plus réduite, puisque ces permissions sont conditionnées à l'activité du front, et donc elles sont suspendues en cas d'opération dans les zones où les troupes qui étaient censées partir sont mobilisées. C'est le cas par exemple pour beaucoup d'unités tout au long de l'année 1916, notamment par exemple au cours de la bataille de Verdun, où quelques semaines avant, on commence à réduire le taux des permissions, on ne laisse plus partir que 2% de permissionnaires, soit 4 hommes par compagnie, de 200 hommes à peu près, c'est extrêmement peu. Et pendant la bataille, en fait, on verrouille les départs parce qu'on met tous les effectifs face à l'ennemi.
C'est donc un système qui est quand même très, finalement, des retours qui restent extrêmement rares. Alors, c'est difficile de donner des estimations, mais quand on regarde uniquement ce qui concerne les permissions dites du front et non pas les convalescences, on peut estimer qu'un combattant français a passé au maximum 50 jours chez lui, pendant tous les 1500 jours de conflit, sans même prendre en compte ce qui se passe ensuite en 1919 pour ceux qui restent mobilisés. Alors, c'est un système très inégalitaire jusqu'en octobre 1916, qui est très peu finalement réglementé, très mal organisé. Et bien sûr, c'est jamais, par exemple, un transport prioritaire. Il y a un énorme enjeu logistique derrière. Les priorités sont bien sûr au transport montant, des effectifs, du matériel. Ensuite, les transports descendants, comme ceux des permissionnaires, eh bien, passent quand même après ceux, par exemple, qui relèvent de l'évacuation des blessés. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui vient une fois que tout le reste est organisé et qui explique aussi le grand arbitraire dans leur attribution par les chefs de corps, qui sont très réticents, qui restent sur une culture militaire prioritairement axée sur le maintien des effectifs au front et qui sont très réticents jusqu'à l'arrivée de Pétain comme à la tête des armées françaises en mai 1917, à laisser partir les hommes. Et c'est lui qui impose en fait de mettre en œuvre une réglementation qui pourtant existait depuis 1916 et a imposé aux chefs de corps de laisser partir les hommes à des taux qui peuvent aller. Alors la moyenne, on va dire, c'est 10% de l'effectif en permission de manière simultanée, mais en réalité, pour des troupes qui sont retirées de la bataille, ça peut monter jusqu'à 50% en fait de l'effectif, ce qui est absolument énorme et que les chefs de corps ne voulaient pas. Voilà, reculer beaucoup à faire. Alors, évidemment, cette logistique est extrêmement compliquée dans une armée qui, François Cochet le rappelait, a compté 8 millions d'hommes au total pendant la guerre. On est sur l'ordre des effectifs entre 2,5 millions et 3 millions d'hommes qu'il faut faire partir de manière régulière à l'arrière. Alors, c'est d'ailleurs très compliqué au sein de l'armée française. Par exemple, pour les troupes qui sont mobilisées dans les Balkans, au nord de la Grèce, et qui en sont très largement privées, en réalité, de même que pour les troupes coloniales, qui peuvent, notamment les tirailleurs sénégalais, qui bénéficient de ces permissions lors de l'hivernage dans le sud de la France. C'est considéré comme leur temps de permission et on en parlera tout à l'heure, peut-être. Alors, finalement, la question qui se pose par rapport aux familles, c'est comment expliquer que ces permissions si rares, si mal organisées, et à l'origine finalement d'un très très grand mécontentement en termes d'organisation parmi les troupes, et finalement autant compter pendant la guerre pour les soldats et leurs familles qui en parlent énormément. Il y a énormément, c'est-à-dire il n'y a pas un récit combattant quasiment où vous ne tombez pas sur une scène de permission. Il y a énormément de photographies, ils en parlent dans leur correspondance, il y a des tonnes de cartes postales sur la question. Et donc, finalement, la première dimension, c'est que ces permissions, elles bouleversent tout le rapport au temps des familles et permettent de se projeter dans un imaginaire de paix, celui de la paix future qu'on espère, un imaginaire de paix qui est aussi l'âge d'or familial de l'avant-guerre que tout le monde a en tête. Et ça, c'est très sensible, bien sûr, dans la correspondance, où on avait observé toute une banalisation du contenu au fil de l'année 1914, au début de l'année 1915 aussi. Et ces moments de permission, attendus ou qu'on se remémore, deviennent un point d'ancrage dans les lettres d'une expérience commune, d'un seul moment. C'est quasiment, la permission, le seul moment partagé par les civils et les combattants pendant le conflit. Il n'y en a aucun autre, quasiment, si ce n'est peut-être des visites à l'hôpital ou des moments de convalescence, mais on est sur un phénomène extrêmement rare de retrouvailles qui finalement ancre et combine les deux expériences, l'expérience de la guerre à l'arrière et l'expérience combattante. Et ça va devenir dans la correspondance un point d'ancrage de récits qui, par exemple, donnent des lettres qui sont remplies de projets pour les permissions. On a ainsi un soldat qui s'appelle Georges Triot qui demande à sa mère de lui reconstituer son trousseau pour les tranchées, de vêtements chauds, d'imperméables, qu'il pourra collecter quand il vient en permission et ramener avec lui dans les tranchées. Il lui demande même de lui trouver une fiancée, parce qu'il se dit de toute façon en une semaine ça va absolument pas être possible. Donc il demande à sa mère en fait de lui proposer des fiancées pour quand il viendra en permission.
Et à l'inverse, dans la correspondance, on évoque très fréquemment la dernière permission, le dernier moment qu'on a partagé ensemble. C'est le cas, par exemple, dans la correspondance d'une femme qui s'appelle Marie-Joseph Boussac, qui a été numérisée, donc qui se trouve en ligne, qui est très amoureuse de son mari et qui lui demande de lui faire une double correspondance, une correspondance qui sera lue en public devant toute la famille, une correspondance privée, amoureuse, juste pour elle, dans lesquelles elle évoque, par exemple, les 12 nuits blotties contre lui, dans leur appartement parisien. Ils se remémorent en fait des scènes de permission, d'intimité, qui vont du coup être un point d'ancrage de cette mémoire du couple au fil du conflit, dont il reviendra vivant. Ces lettres, c'est aussi beaucoup d'espoir déçu, et ces échanges nourrissent beaucoup d'attentes. C'est tout un imaginaire de retrouvailles, je le disais, qui correspond aussi à une forme d'idéalisation de la famille dont on se souvient, qui manque aux combattants au front, et dont les retrouvailles sont vues aussi comme une forme de compensation de la solitude et des misères endurées au front. Alors, malgré donc leur rareté, c'est bien un moment de retrouvailles exceptionnel que les familles expérimentent à l'occasion du retour des troupes, et qui néanmoins, ce moment des retrouvailles est un moment qui peut être quand même marqué par de très fortes tensions. Alors quand je parle de retrouvailles avec les familles, c'est bien sûr des retrouvailles au sens large, c'est pas seulement le combattant avec sa femme et ses enfants, mais bien sûr aussi avec ses parents, pour les plus jeunes, avec les frères et les sœurs, les oncles, et tout un pôle, un cercle familial qui se regroupe finalement autour du combattant à l'occasion de son retour. Alors la grande peur des combattants, alors qui est absolument absente de cette photographie, on a beaucoup de scènes de retour de permission en 1915 à la gare de l'Est à Paris, lors des premières permissions. Il y a énormément de campagnes photographiques qui sont faites, c'est disponible sur Gallica, ces photographies avec des scènes familiales qui ne disent rien de la tension et de la peur en fait de ne pas être reconnu, qui est une des grandes peurs des soldats qui est par exemple visible dans ce dessin, qui est sous-titré, alors sans doute vous ne le voyez pas en bas, mais c'est « Tu ne reconnais pas ton papa ». Et effectivement, ce mouvement de recul des enfants à la vue d'un père finalement qui a changé physiquement et qui, quand ils étaient tout petits, qui n'ont pas eu l'occasion de revenir vraiment, eh bien, se retrouvent très fréquemment. On a aussi une idéalisation des retrouvailles des couples, comme ici ce dessin de Jean-François Durand, qui est accompagné d'un témoignage, où il est témoin en fait des femmes de soldats qui viennent attendre leurs compagnons à la gare, suscitant la jalousie de tous les autres qui, eux, sont seuls, en fait, qui vivent leur retour dans la solitude. C'est vrai qu'il y a cette attente d'un accueil des soldats lors de leur arrivée en congé qui est extrêmement importante. Alors bien sûr, le retour c'est un moment de réactivation des liens familiaux, et il y a bien tout un pôle familial qui est central dans l'expérience de la permission, sachant que l'autre c'est tout un imaginaire finalement des loisirs, de la boisson, de la fréquentation des cinémas, des prostituées, c'est-à-dire tout un pôle festif qui peut d'ailleurs se combiner avec un pôle familial, mais il y a vraiment un pôle familial très marqué dans l'expérience de la permission, qu'on retrouve par exemple dans cette photographie très idyllique, finalement du retour d'un père au sein de son foyer, ou encore dans cette photographie privée du photographe de l'agence Roger Violet, donc Henri Roger, qui a fait tout un tas de photographies familiales de son retour, qui sont un moment aussi pour marquer ce qui est peut-être le dernier moment de réunion des familles avant un possible décès du soldat une fois qu'il sera revenu au front. Alors les attentes des soldats lors de ces retours en famille, ce sont des attentes qui sont très simples. Il y a cette attente de retrouver d'abord un univers quotidien, leurs proches bien sûr, mais aussi les intérieurs familiaux, leur domicile, cette question du foyer, dormir dans son propre lit, manger à table et pas par terre ou dans la saleté. La question de l'environnement est très importante pour eux. Il y a aussi un rapport au temps libre
qui est bouleversé par le retour des combattants, puisque dans les milieux populaires, finalement, cette question du temps libre, des loisirs, était pas une expérience de l'ordre du quotidien, malgré la mise en place du repos obligatoire du dimanche en 1906. Et soudain, ces combattants se retrouvent avec un temps dont ils peuvent disposer pendant une semaine entière, ce qui est assez inédit dans les milieux populaires de l'époque, et que certains vont par exemple utiliser pour aller, comme ici, attendre leurs enfants à l'école ou sortir, fréquenter les théâtres et les cinémas en semaine, par exemple dans l'après-midi, accompagnés organisé par exemple dans le cadre des œuvres de guerre. Donc c'est une expérience qui est suffisamment inédite et marquante pour se retrouver par exemple dans ce type de dessin d'enfants qui correspondent assez souvent à des scènes qu'on retrouve dans les témoignages des enfants et qui montrent bien comment est-ce que les liens ont pu être reconfigurés à l'occasion du retour des soldats. Alors il y a bien aussi, lors de ce séjour d'une semaine environ du soldat dans sa famille, toute une réorganisation du temps familial autour du permissionnaire. Par exemple, le moment du repas, il choisit assez souvent le menu qui va constituer des plats de famille ou des plats qui lui rappellent finalement une alimentation civile contrastant avec l'alimentation conserve, bœuf, etc. qui est servie au front à l'époque. Il y a aussi très souvent des moments qui sont organisés de réunions familiales le dimanche, et là pas seulement forcément la famille proche, mais des grosses réunions familiales qu'on retrouve organisées le dimanche, et finalement toute une organisation familiale qui est désormais faite en fonction, pour une semaine, en fonction des envies du soldat. Là, c'est un tableau qui est finalement assez idyllique, optimiste, on peut dire, de ces usages du temps libre, puisque en pratique, la plupart, la très très grande majorité des soldats issus des milieux populaires travaillent. C'est bien sûr le cas dans les campagnes, où en fait, avec le retour des hommes dans les campagnes, et pas seulement les permissions agricoles, mais bien les permissions du front, eh bien c'est l'occasion d'avoir des bras supplémentaires qui manquent beaucoup dans les campagnes, notamment pour les travaux de force. Mais c'est aussi un travail qui est absolument massif en ville. Vous avez ici par exemple une scène, il y a une dizaine de photographies qui ont été prises de permissionnaires parisiens, typographes, beaucoup de métiers de l'artisanat qui sont employés, en fait qui s'emploient plutôt pendant leur permission, simplement parce que la solde du soldat ne leur permet pas de faire face, en fait, malgré les économies faites au front, à l'augmentation du coût de la vie à l'arrière, et du coup sont en fait contraints de travailler pendant leur congé. Au sein des couples, le retour, je sais que vous en avez beaucoup parlé hier au sein de plusieurs interventions, ce retour des compagnons, des maris aussi, c'est bien sûr un moment essentiel, tant du point de vue des femmes que des hommes, très attendu, fantasmé, avec aussi beaucoup de tensions qu'on ne retrouve pas, par exemple, avec les autres membres de la famille, et qui sont beaucoup liées aussi aux rumeurs massives, enfin plutôt d'infidélité massive qui circulent au front, parce que tout le monde a une histoire d'un permissionnaire qui est rentré pour trouver sa femme avec quelqu'un d'autre, ou qui avait eu un enfant avec un autre, ou qui était parti à raconter, qui peuvent parfois prendre des dimensions importantes. Alors, c'est le cas par exemple, alors cet imaginaire, cette peur de l'infidélité qu'on retrouve dans certains récits combattants, elle est de manière plus originale illustrée dans cette carte postale, pour laquelle l'éditeur a dû estimer qu'il y avait un marché. Une carte postale qui dit en légende « Tu me disais bien pourtant que quand je serais partie, tu serais sage, et voilà que tu viens d'avoir ce mioche. Que veux-tu, mon pauvre homme, ça m'a échappé. » Donc ça, c'est intéressant en matière de réflexion sur les représentations, et comment est-ce qu'un éditeur a pu se dire que c'était déjà que ce thème passe la censure, parce que ça fait partie des thèmes qui normalement tombent sous le coup de la censure, parce que bien trop démoralisant par les soldats, et que ça ait pu être acheté dans quel cadre, etc. Donc ce type d'image existe. Alors, il y a effectivement beaucoup d'obstacles à l'intimité des couples, ne serait-ce que le travail des femmes, bien sûr, massif, des journées qui sont allongées, qui repassent à 11 heures
pendant la guerre, et beaucoup évoquent une certaine gaucherie dans les retrouvailles, la difficulté de retrouver dans un premier temps l'intimité qu'on connaissait avant-guerre. D'autant que cette impatience de l'intimité peut être aussi finalement limitée par des choses comme le retour de couche des femmes, ou bien le tabou des règles, qui reste extrêmement important à l'époque. Et on voit dans les correspondances beaucoup d'hommes et de femmes qui échangent pour essayer de caler le moment de la permission avec un moment où la femme sera disponible. Ce qui est bien sûr extrêmement compliqué parce que la liste des départs des permissions, ça change tout le temps. Donc en pratique, ce n'est pas possible, mais c'est un grand enjeu en fait pour les couples qu'on voit très présents dans la correspondance. C'est aussi un moment, ce retour, de très forte tension, alors qui est illustré dans beaucoup de témoignages, par ailleurs, mais que je vous ai mis ici sous forme illustrée, à travers des cartes postales qui véhiculent à la fois toute une héroïsation fantasmée, virilisée des combattants, par exemple avec les 2 cartes postales de gauche qui sont très souvent mises dans un univers très parisien où les combattants sont poursuivis, assaillis et séduisent très facilement ces beautés parisiennes à la mode que vous retrouvez à gauche. Simplement, ce type de support nourrit aussi la peur de l'infidélité du côté des combattants, notamment parce que vous avez aussi tout un tas de cartes postales comme celle de droite qui mettent en scène finalement l'intégralité des alliés. Celle-ci avec le chapeau de l'américain, elle est déclinée par beaucoup de cartes postales mettant en scène des soldats hindous, des tirailleurs, des sites des Britanniques, etc. C'est massif. Et donc il y a toute cette qui est très mal perçue par certains combattants, comme par exemple les combattants français qui font face ou craignent de faire face à une concurrence très importante en fait des alliés dans la capacité de séduire les femmes. Et effectivement, il y a un recours à la prostitution qui est massif dans les grandes villes et qui témoigne jusqu'à un certain point de cette difficulté à engager des relations que les soldats espèrent de longue durée ou sentimentales et qui pourront être entretenues pour quand ils reviendront lors d'une permission suivante ou entretenues au cours d'une correspondance pendant le conflit. Et alors, malgré ce côté finalement pas toujours positif de la permission, le moment du retour au front, du départ, est un moment qui est toujours très douloureux, toujours pour la grande majorité des combattants. Beaucoup ne souhaitent d'ailleurs pas être accompagnés par leur famille au moment où ils partent prendre le train pour repartir au front. Donc cette permission, alors cette scène de permission de Maximilien Luce n'est pas datée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est une arrivée en permission ou un retour en permission. Personnellement, un retour au front, pardon, personnellement, je l'interprète plutôt comme un retour au front, un moment de déchirement. Alors, cette difficulté du départ, indépendamment même de la question des familles, est bien à l'origine en partie du cafard des combattants, dont il parle beaucoup, qui dure souvent au moins tout le voyage au retour au front, voire plusieurs jours après, jusqu'à ce qu'ils retrouvent et reprennent contact avec leurs camarades au front. Donc en conclusion, on peut dire que ces permissions ont bien été en fait une expérience qui a durablement marqué les soldats et leurs proches pendant leur famille, qui a favorisé dans la durée l'endurance, alors non pas seulement des troupes, mais bien aussi des populations, et qu'il faut vraiment comprendre leur ensemble, puisqu'on est dans le cadre d'une guerre totale ici, et qui explique, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment cette place centrale des permissions au sein de tout l'ensemble des représentations du temps de guerre, cartes postales, romans, chansons, voire toutes les campagnes de photographie autour de la permission qui ont lieu en 1915, donc vous en trouverez beaucoup qui ont été numérisées, par exemple sur Gallica, mais aussi sur beaucoup d'autres. Roger Violet aussi, via la Parisienne de photographie, a mis en ligne beaucoup de ces scènes. Voilà. Je vous remercie. Le ministère de l'Intérieur, le deuxième plus haut, l'armée en général, donnait quel type de consignes à la police et à la gendarmerie pour suivre et contrôler les permissionnaires pendant leur voyage et leur permanence?
Alors, quand ils voyagent, en fait, jusque les grandes gares de l'arrière, en fait, ils sont soit encadrés par leurs propres officiers, soit par, en fait, les troupes ou la police militaire qui se trouve dans la zone des armées. En fait, quand ils sont à l'arrière, donc là, ce qu'on appelle la zone de l'intérieur, grandes villes et campagnes, en fait, en local, donc dans les campagnes, ça relève de la gendarmerie, en particulier. Alors, la surveillance des permissionnaires est effectivement très importante. D'abord parce que on cherche à s'assurer qu'ils restent en uniforme. C'est d'ailleurs un uniforme une tenue de permissionnaire qui est dans l'exposition. Ils sont en tenue militaire, sans armes ni casque, en théorie. Pourtant, vous en verrez parfois, parce qu'ils ramènent des choses en fait avec eux. Donc sur les photographies, on les voit parfois avec, c'est-à-dire, et l'objectif c'est de donner une bonne image de l'armée. Donc on essaie de surveiller en fait ce qu'ils disent. Et le principal enjeu, en fait, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils retournent, qu'ils prennent le train à l'heure prévue, c'est-à-dire le premier train à minuit après l'expiration de leur permission. Et c'est le principal enjeu, plus que le contrôle véritablement de leurs propos, qui est une réalité, mais finalement qui est si peu présent. En fait, il y a on essaye d'éviter qu'ils soient la cible des espions potentiels. Et ensuite, en fait, l'enjeu principal, c'est contrôler une possible absence illégale ou désertion. Et il y a un contrôle permanent en fait, des titres de permission par la police, notamment la police parisienne dans les grandes villes, pour contrôler qu'ils sont bien partis, ce qui exaspère bien sûr ceux qui sont en règle. Mais de fait, voilà, quand j'ai travaillé sur les rapports de police parisienne, je suis tombée sur 6000 cas de déserteurs repérés en fait dans la capitale, qui pour certains, au bout de quelques jours, repartent de leur propre gré au front. Mais c'est ça l'enjeu en fait. C'est qu'ils repartent peut-être en retard, mais qu'ils repartent quand même. Est-ce que vous pensez que dans les pays dans lesquels la conscription a lieu dès le début de la guerre, ça favorise quand même les permissions? Je pense à l'Angleterre, où du coup on a une armée de volontaires, en tout cas au début de la guerre. Est-ce que, alors je ne parle pas d'un point de vue logistique, je sais que c'est plus compliqué de les soldats, mais est-ce que d'un point de vue moral, on est plus réticent à les laisser rentrer parce qu'on dit peut-être ça va démobiliser les prochains qui vont partir à la guerre? Est-ce qu'on est un peu plus réticent ou pas? Alors, il est clair que les états-majors, ils y vont à contre-cœur parce qu'ils ne pensaient pas, enfin, un peu dans cette même idée où on pensait faire face à beaucoup la question du carnet B avec tous les possibles, en fait, tous ceux qu'on avait anticipé, tous ceux qui risquaient de ne pas répondre finalement à la conscription, ils étaient très réticents à laisser partir les hommes en permission, pensant qu'ils n'allaient jamais revenir, ce qui était le cas par exemple pour les territoires coloniaux, en dehors des problématiques logistiques. Et il est vrai que en fait, c'est plus facile dans les armées de conscription, puisqu'évidemment, dans le cadre du service militaire, c'était déjà mis en place. En fait, il faut juste que finalement le changement d'état d'esprit se mette en place. En gros, c'est au printemps 1915 pour que ça se mette en place. Alors après, pour les Britanniques, finalement, ils sont quasiment sur le même calendrier que les armées de conscription, sachant qu'effectivement, c'est un argument pour maintenir le flot de volontaires, c'est-à-dire parce que la logique de contrat est quand même extrêmement différente en fait dans les armées volontaires, et cette logique-là pèse aussi pour ne pas tarir le flot de volontaires, même si finalement les Britanniques mettent en place la conscription en 16. Mais oui, bien sûr, il y a une différence en fait à la fois dans la conception, la mise en œuvre, même si les calendriers peuvent paraître proches. Merci beaucoup. Je pense que voilà l'heure, donc je pense qu'on va passer à la intervention suivante. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Bravo.